Paris, 13 novembre 2015. 130 morts. Moins d'un an après la tuerie au siège de Charlie Hebdo, Paris est la cible de nouveaux attentats. La France et l'Allemagne sont unies face à l'adversité. La France est frappée, mais c'est l'Occident tout entier qui est mis au défi. Le président François Hollande appelle à une cohésion internationale pour mener sa réaction contre Daesh, instigateur des attentats. Première mesure, l'intervention militaire. Régulièrement, les terroristes invoquent le Coran, se référant à certains de ses versets. Et pourtant, pour des milliards de musulmans, environ 1/5 de l'humanité, le Coran, livre sacré de l'islam, est un guide, la voie pour mener une vie de paix. Selon la tradition, cette sainte parole aurait été révélée au prophète Mahomet au 7e siècle par l'archange Gabriel. Le salafisme est une variante de l'islamisme, souvent qualifié d'islamisme traditionnel. Ce qui distingue les salafistes des islamistes, c'est qu'ils prônent un retour à l'enseignement du prophète et au mode de vie des pieux prédécesseurs, appelé salaf as-salih en arabe, d'où le terme salafiste. Le salafisme est une doctrine issue du wahhabisme, la religion d'État en Arabie Saoudite. Le Coran est un corpus millénaire, ce dont il faut impérativement tenir compte. Si vous passez outre 1400 ans de tradition et isolez un verset ou un passage de n'importe quel texte, vous trouverez des propos susceptibles d'enflammer les esprits, comme cogner la tête des bébés contre les murs. On trouve aussi ce genre de formule choc dans la Bible. Sortir une phrase de son contexte sans comprendre ce contexte, cela peut vous entraîner sur la mauvaise voie. Dans leur grande majorité, les salafistes sont des quiétistes. Non violents mais sectaires, ils aspirent à une extrême piété. Seule une faible minorité de salafistes prône l'activisme politique et le djihad armé. En dépit de la référence au prophète et au 7e siècle, le salafisme est une mouvance très récente. Cette réaction au mode de vie moderne touche l'Europe, mais aussi le monde arabe et l'Asie du Sud. Hostile au monde moderne, cette mouvance n'en utilise pas moins ses technologies, surtout en matière d'armement et de moyens de communication. Mais ces terroristes qui partent en guerre, quelle vision ont-ils du genre humain? Quel est le processus à l'œuvre? Cela passe notamment par une désensibilisation à la violence. La violence devient plus acceptable, plus admissible. La déshumanisation est également capitale. Ceux que l'on tue perdent tout caractère humain. Ils incarnent autre chose. Ce sont les ennemis. Ils sont des rebuts, une menace. Ils valent moins que vous. Und wir schreiten voran von Land zu Land, von Stadt zu Stadt. Und wir machen kein Halt, bis Allahs Wort das Höchste ist. Die schwarzen Flaggen hoch, es gibt nur ein Gott. Und wir bezeugen dies mit unserem Blut, unserem Tod, bis wir fallen. Mon nom est Sami Al-Komi. Je viens de Syrie. Je suis araméen, c'est-à-dire que j'appartiens à la minorité chrétienne de Syrie. J'avais 9 ans quand je suis arrivé en Allemagne. Je pense que ce qui s'est passé à Paris a un arrière-plan culturel.
Ça commence par notre propension à scinder le monde en deux, entre le bien et le mal. Je suis issu d'une culture dans laquelle on établit une division. On est les champions de la division. Ça c'est bien, et ça ce n'est pas bien. Il n'y a pas de demi-mesure, ni d'autre opinion admise. Tu es avec moi ou contre moi. Les auteurs des attentats de Paris sont des musulmans de la deuxième génération. Ils ont appris le français, sont allés à l'école. Ils avaient des amis. Certains avaient même consommé de la drogue. Ils avaient un comportement comme tant d'autres pouvaient l'avoir. Et pourtant, à un moment donné, il y a eu un basculement, un déclic dans leur tête. Et ces valeurs inscrites en eux ont été comme réactivées. L'une des causes et non des moindres de ce basculement, de ce déclic, c'est le prosélytisme salafiste activement mené sur le terrain malgré les résistances de la population. Pierre Vogel, le salafiste le plus connu d'Allemagne, est l'un de ces prédicateurs qui n'appellent certes pas directement à la violence, mais qui prônent un islam strict et fermé. Un discours qui pourrait entraîner sur la mauvaise voie des jeunes, surtout ceux dont la personnalité est encore malléable. Deswegen sagen wir, sagt, es gibt keine Gottheit außer Allah und ihr werdet Erfolg haben. Dans le message varié de l'islam, Pierre Vogel puise des formules faciles à manier et compréhensibles par tous. Et il s'adresse justement à ceux qui, inconsciemment, cherchent à structurer leur vie. Damit das Wort Allahs hört und danach bringe ihn an einen Ort der Sicherheit. Terroristen! Frauen und Kinder machen sie kaputt! La tension est souvent palpable, surtout lors des campagnes de prosélytisme orchestrées par Pierre Vogel. Des étendards djihadistes font même leur apparition pendant les meetings. Pierre Vogel provoque. Invariablement, il poursuit sa mission, toujours en quête de nouveaux adeptes. Et son discours est bien rodé. Là, on est en route pour Dortmund, pour faire la dawa dans les rues. Dawa, ça veut dire appel en arabe. Concrètement, c'est un appel, une invitation à l'islam. Le but, c'est de convaincre les non-musulmans d'accepter l'islam. Mais la dawa s'adresse aussi aux musulmans, qu'on essaie de motiver à mieux pratiquer l'islam, de se tenir à l'écart des péchés, comme la consommation de drogue, ou bien d'accomplir les 5 prières quotidiennes, d'observer le jeûne. On propage la bonne parole, comme le feraient des missionnaires chrétiens. Le terme prédicateur itinérant ne me dérange pas. Effectivement, je vais de ville en ville, mais je suis avant tout un prédicateur musulman. Et vous êtes une vraie vedette? Partout, les gens vous demandent des autographes, des photos. Vous êtes le plus célèbre prédicateur d'Allemagne. Je crois bien, oui. Vous le vivez comment? Je suis heureux que le message passe. Mon degré de notoriété indique que le message est passé, parce que j'incarne un message. L'intérêt, ce n'est pas la barbe de Pierre Vogel, mais son message. Et le message que je diffuse, c'est l'islam. L'islam originel, tel qu'il nous a été révélé il y a 1400 ans. Mais vous réussissez mieux que d'autres, il doit bien y avoir une raison. Comment l'expliquez-vous? C'est comme en musique. Il y en a qui aiment le R&B et d'autres le heavy metal. Nous, on fait la dawa en mode heavy metal. Pierre Vogel et le message de l'islam fondamentaliste en Allemagne. Ici, à Dortmund et dans les environs, ce discours fait mouche. Dans ce quartier ouvrier à forte population immigrée, le quotidien des habitants et des jeunes surtout est assombri par l'absence de perspectives d'avenir. Ce genre d'endroit est un terreau fertile et un vivier potentiel de nouveaux adeptes où le prédicateur peut poursuivre sa mission auprès des insatisfaits et des laissés pour compte. L'islam, selon Pierre Vogel, s'adresse aux jeunes et à tous ceux qui se trouvent en marge de la société. ماشي الحال
MashaAllah, min aina anta? Jazair. Jazair, MashaAllah. Bruder, ich will nur ein Foto mit dir machen. Inshallah. Was zahlst du? Ich zahle mein Leben. Inshallah. Ich sterbe für dich. السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالك أخي؟ من أنت؟ ألبانا ما شاء الله. بتكون gefressen. Sport, Sport. ما شاء الله تبارك الله. C'est un modèle pour nous tous. Quelqu'un dit enfin tout haut ce qu'il pense. Nous, on peut pas, on est des gris. Moi, je suis albanais, lui, il est arabe, mais on vit ici à Dortmund. Il y a des trucs qu'on n'arrive pas à expliquer en allemand. Lui, il fait ça parfaitement. Ils trouvent les mots et disent que nous, on peut pas dire. Je l'aime. C'est un homme, lui. En Allemagne, en plus. Ça, c'est un homme. Salam alaikum. Wie geht's euch? Alles okay? Ja. Aus welchem Land kommt ihr? Rumänien. Rumänien, MashaAllah. Hier, kommt doch mal vorbei morgen. Inshallah, Kampfstraße. Eine große Veranstaltung. Ne? Danke, Bruder, ja? Darf ich auch mit dir ein Foto zu? Klar. Macht's gut, Salam alaikum. Alaikum salam. Inshallah, komm vorbei. Gehen wir weiter. Salam alaikum, wie geht's euch? Alles klar, woher kommt ihr, aus welchem Land? Marokko. Marokko, لاباس عليك؟ صحة لاباس؟ كل شيء بخير؟ ما شاء الله، كيف الصلوات معك؟ إن شاء الله يا حبيبي هذا مهم جدا، الصلوات مهمة جدا. Bruder, die Gebete, die sind ganz wichtig, ganz wichtig. Guck mal, die erste Frage, die Leute, die werden in der Hölle gefragt, in Surah Al-Mudaththir, Ma salakakum fi sakar? Was hat dich in die Hölle geworfen? Erste Antwort, Lam naku min al-Musallin. Wir gehören nicht zu den Betern. Deswegen halt dran fest, Und wenn das dir schwer fällt, ich meine, du bist noch jung, wie alt bist du? Ich bin schon 11, ich werde 12. 11, Mashallah, du bist aber groß, ne? Inshallah. Ich will euch was. Klar, ja, du sowieso. Inshallah. Wie bitte? Kann ich auch Ja. Kommt. Inshallah. Takbir! Inshallah. Kommt vorbei, bringt eure Schulkameraden mit, Inshallah. Du willst bestimmt ein Foto mit deiner Tochter, ne? Inshallah, ja, meine ich ja, Nee, ich meine ja mit deiner Tochter, dass ich ein Foto mit deiner Tochter, ja klar. Je trouve ça très bien ce qu'il dit sur l'islam. Je suis moi-même musulmane, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette photo. C'est un peu une vedette, non? Une vedette, pour l'islam, oui, mais sinon, non, il ne joue pas les vedettes. Mais c'est bien pour l'islam. Pourquoi? Il dit de bonnes choses pour l'islam. Il éduque les enfants et je trouve ça très bien. Venant d'un Allemand en plus. Respect. Nous les musulmans, on ne lui arrive pas la cheville. Chapeau. Merci. De rien. Le salafisme présente différents attraits. Certaines personnes y trouvent une ligne de conduite, des réponses claires à tous les aspects de leur vie, à tous leurs questionnements. C'est une idéologie très simple, où tout est blanc ou noir, qui organise la vie d'un individu dans ses moindres détails, ce qui séduit certaines personnes. Le salafisme prétend détenir la vérité. Berlin. Heinz Buschkowski est l'ancien maire de Neukölln. Depuis de nombreuses années, il s'engage activement en faveur de l'intégration de la communauté musulmane dans ce quartier multiculturel. Il est déçu par la politique actuelle. Selon le rapport fédéral sur l'éducation en Allemagne, 20% des jeunes qui quittent nos écoles sont inaptes à accéder à une formation ou à mener une vie normale parce qu'ils ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Selon toute probabilité, ils n'ont donc pas la moindre chance dans cette société. D'où leur extrême vulnérabilité. Bien entendu, tous ceux qui n'ont pas de diplôme ou d'emploi ne sont pas forcément des salafistes, des moudjahidines. Mais c'est de ces milieux-là que sont issus les individus vulnérables. Et c'est aussi de ces milieux-là que sont issus ceux qui font obstacle à l'intégration. À Neukölln, nous avons une mosquée salafiste. Et nous constatons simplement au travers des inscriptions scolaires que cette mosquée agit comme un véritable aimant. Elle attire les gens. Ils veulent être à proximité de leur mosquée.
La conséquence, c'est qu'en l'espace de quelques années, nous aurons une concentration de population salafiste dans le quartier de Neukölln, au sein même de la capitale allemande. Et un beau jour, d'ici quelques années, quelqu'un va se lancer dans de grandes réflexions et va s'interroger sur la présence massive, subitement, de salafistes dans un quartier de Berlin. Je pourrais la lui expliquer. Direction le sud de la France. Hassan est, ou plutôt était, un ami de Nicolas, mort dans un attentat suicide en Syrie. Hassan nous raconte sa rencontre avec son ami et nous explique pourquoi, selon lui, il a été enrôlé. Par peur des représailles, il préfère conserver l'anonymat. C'est au Isard, une banlieue de Toulouse, que les deux amis ont grandi. Lui, je l'ai rencontré dans une mosquée. Voilà. On a fait connaissance à la sortie des mosquées. Et voilà, ça s'est très bien passé. Moi, j'étais surpris que ça soit reconverti. Moi, il m'avait dit qu'il avait des problèmes et il avait fréquenté des amis à lui et, qui étaient musulmans. Il y en avait quelques-uns qui étaient déjà reconvertis. Et il a suivi ce chemin-là et ça se fait tout seul après. C'est ici que Nicolas jouait au foot. Ici aussi que nous rencontrons la mère de Nicolas et de son jeune demi-frère Jean-Daniel, que Nicolas a entraîné avec lui dans la mort. Accablée par le passé et la perte de ses deux fils, elle ne veut plus donner d'interview. Celle-ci sera la dernière. Elle nous accueille dans son appartement où elle vit désormais seule. Des souvenirs de ses fils, immortalisés en images sur son portable. C'était la joie de vivre. Il riait tout le temps, il racontait des histoires. Enfin, il était toujours souriant, voilà. Joueur, et puis bon, il jouait au foot déjà. Donc bon, il avait un bon état d'esprit, un esprit d'équipe, quoi. Et puis toujours gai, voilà, toujours gai. Bon, à l'école, c'était pas ça, mais bon. Puis un jour, je l'ai attrapé dans la chambre avec un copain en train de rouler un joint. Et ben, j'ai tout pris, et je l'ai mis dans les toilettes et j'ai tiré la chasse, voilà. Et bon, là, il a rien dit. Hein. Et puis après, j'ai fait intervenir quelqu'un pour qu'il lui explique les dangers de la drogue. Il a passé 1 heure avec lui à discuter, ça s'est très bien passé. Mais il le fallait parce que j'avais peur quand même que ça dérive, quoi. Voilà. Déjà, il voulait arrêter de fumer la cigarette et de fumer le cannabis. Puis je pense qu'il s'est retrouvé là-dedans. Qui lui en a parlé, j'en sais rien. Mais en tout cas, je le voyais changer, quoi. L'histoire de Nicolas ressemble à celle de nombreux convertis. Un schéma classique. À la séparation des parents succède une rupture du lien familial. À l'adolescence, il se réfugie dans un monde nouveau, différent, bien à lui. Puis vient l'islam qui exerce son attrait sur lui donne de nouveaux repères dans la vie. Je suis votre frère à Allah, Abou Abdelrahman. Je suis français, de père français et de mère française. Et mes parents, ils sont athées, ils n'ont pas de religion. J'ai fait la da'wa auprès de mes proches. Et alhamdoulilah, Allah, il a guidé mon frère. Alhamdoulilah, un cadeau d'Allah. Allahu Akbar. Et
un an après moi, mon frère il a accepté l'islam. Nicolas, bien sûr que je l'ai reconnu physiquement, si vous voulez. Mais bon, j'ai dit, ça y est, quoi, il est endoctriné complètement, quoi. Complètement. Et puis il y avait son petit frère à côté, il était figé, il baissait les yeux, enfin, je sais pas, il était bizarre aussi, quoi. J'ai trouvé... ça fait mal de voir ça, quoi. Quand je voyais son frère à côté de lui, j'ai vu son expression, j'ai reconnu son expression. Pour moi, il disait qu'est-ce que je fous là? On le voit à travers son regard, il n'a rien à faire là. Les deux frères trouvent la mort. Le plus jeune d'abord. Le 11 août 2013, il meurt au combat dans les environs d'Alep, aux côtés des salafistes. Après, Nicolas appelle sa mère une dernière fois. J'ai eu Nicolas, il était triste, ça c'est sûr, quoi. Et bon, puis bon, on n'en a pas trop parlé quand même, voilà. Quand j'ai dit comment tu te sens, que j'étais triste et tout ça, je lui ai dit quand même. Hein. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu es tout seul. Il m'a dit non, je ne suis pas seul. Il y a mes frères avec moi. Enfin bon, bref. Et après, bon, quelques temps après, je lui ai redemandé s'il pensait toujours à son petit frère et tout ça. Il m'a dit, maman, il est au paradis, il est heureux et c'est ce qu'il voulait, quoi. C'est fou, hein, comme on peut leur massacrer le cerveau, c'est... Pour lui, il était heureux, voilà. Et puis il m'a même dit, moi j'attends qu'Allah il me prenne, voilà. Quand il m'a dit ça une fois, j'ai dit, mais je sais pas, je te rends compte ce que je peux ressentir, moi, ta mère, quand tu me dis ça, mais moi je veux pas que tu meurs, attends, tu es encore jeune, tu as la vie devant toi, tu peux faire ta vie dans un pays musulman comme tu peux la faire ailleurs, ta vie. Mais non, mais là, moi, je pense que là, il savait que... Parce que d'ailleurs, une fois, il m'a dit, tous les Européens qui viennent en Syrie, qui sont adultes, quoi, je dirais entre 21 et 30 ans, quoi, comme lui, il savait qu'ils y allaient pour mourir, quoi. Quelques jours plus tard, la mère reçoit un SMS. Nicolas s'est fait sauter avec un ami au volant d'un camion bourré d'explosifs. Neuf membres de ma famille ont été décapités en pleine rue. Évidemment, pas parce qu'ils avaient quelque chose contre Daesh. Non, juste parce qu'ils étaient chrétiens. Et ça leur suffit. On en revient à cette vision manichéenne du monde. Je suis bon, tu es mauvais. C'est pour ça que moi, je décide que toi, tu dois être éliminé. Ce vécu hante Sami Al-Komi et imprègne sa vision du monde arabe et de ses sociétés. Des sociétés qui, à la différence de l'Europe, n'ont pas bénéficié de l'influence des Lumières. Dans le monde arabe, tu dois apprendre, juste apprendre. Tu dois apprendre par cœur. On apprend tout par cœur. Quand tu vas à l'école, tu dois apprendre par cœur, car tu n'as pas le droit de réfléchir. Réfléchir conduirait peut-être les gens à vouloir aller au fond des choses, à remettre certains aspects en question. Et ça, c'est exclu. En Europe, nous avons cette forme de réflexion. Nous avons bénéficié de la pensée de Kant. Nous avons eu les Lumières. Et cela nous amène tous à réfléchir à ce qui se passe. Est-ce juste? Est-ce possible?
Moi, je crois que cette remise en question-là n'existe pas dans le monde arabe. Ce manque de discernement, qui ne se limite nullement au monde arabe, les rabatteurs de Daesh le mettent à profit. En Autriche, par exemple, l'actualité a notamment été marquée par le cas de 2 jeunes filles issues de la communauté islamique. En 2014, ces 2 lycéennes de Vienne, toutes 2 musulmanes, ont été enrôlées pour le djihad. Selon une étude, il serait 200 comme elles à l'échelle de toute l'Autriche à être parties combattre en Syrie. Une des 2 adolescentes a écrit « I love Al-Qaïda » entourée d'un gros cœur sur un mur de son lycée. Ces jeunes filles voulaient soutenir les combattants en tant que fiancées du djihad. À leurs yeux, c'était un acte honorable. Sabina, 15 ans, et Samra, 16 ans. Elles ont commencé par opter pour le port du voile intégral, à la surprise de leurs camarades de classe. Et finalement, elles sont parties ensemble pour la Syrie. Aujourd'hui, l'une d'elles est morte, et on reste sans nouvelles de l'autre. Parmi leurs camarades de classe et leurs professeurs, c'est la stupeur. Comment ont-elles pu renoncer à leurs attaches en Autriche au profit de l'horreur de la guerre ? Au début, j'ai même pensé à une mauvaise plaisanterie qu'elle aurait voulu jouer à quelqu'un, du genre « Maintenant, faites-vous du souci pour moi ». Je ne voulais pas admettre la vérité. Ça m'affectait trop profondément. J'étais bouleversée qu'une toute jeune fille, dont j'avais été l'enseignante, entreprenne une chose pareille sans avoir connaissance de la situation dans ces pays. Elle ignore qui se bat contre qui. Rien que pour ça, moi, je n'irai pas là-bas. C'est la preuve de sa naïveté. Elle s'est laissée entraîner là-dedans. Franchement, quand je regarde ça, j'en suis bouleversée. Pourquoi ces jeunes filles en arrivent-elles là? L'adolescence? Le sentiment d'être délaissées? L'influence d'amis actifs dans la sphère djihadiste? Ou bien la religion qui vient donner un sentiment d'intégration là où il fait défaut? Les jeunes en général, et pas seulement Sabina, se posent des questions. C'est quoi ma vie ici? Un vivre ensemble? Une assimilation? Quand ils parlent leur langue maternelle, et ça m'est déjà arrivé aussi, au moins 3 fois, ils s'entendent dire « On est en Autriche ici, parlez allemand », plus méchamment même. Là, c'était la version aimable. Ce genre d'expérience peut amener les jeunes à se dire « Ce à quoi je m'identifie, ma langue maternelle, mes origines ne sont pas franchement appréciées ici. » Ces expériences-là, à force de se répéter, ça vous met la rage au ventre. Mais est-ce suffisant pour que des jeunes filles partent pour un pays étranger où elles se retrouvent sans défense, exposées à la terreur? Ou bien victimes de l'enrôlement salafiste, qu'elles se livrent elles-mêmes à des actes de terrorisme? L'absence de perspective d'avenir aux yeux des jeunes peut générer une immense frustration. Et ces enjôleurs en tirent profit. Ce sont des virtuoses de la manipulation. Ils excellent dans l'art de démultiplier cette frustration avec leurs discours fallacieux. Regardez, vous êtes des victimes. Regardez le monde, l'Irak, l'Afghanistan, ou encore le massacre de Srebrenica. Regardez comment on traite les musulmans. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on résiste? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on se défende? Qu'on tape du poing sur la table? Eh bien, c'est toi qu'on attendait. C'est toi, tu es l'élu. Tu es avec nous maintenant. Vient ensuite l'édulcoration religieuse. Du bist aber schnell. Hi Oma, alles klar? Hi, mein Schatz. Ja. Alles klar. Ja.
Ach, du hast ja da. Was trinkt man? Ich hatte eigentlich deine Benz heute erwartet. Schon so gefreut. Ja, da komme ich noch mit. Kommt schon noch mal. Ja. Komme ich noch mit. Aber die Joy hat sich ja auch gemacht. Aber sehr. Votre petit-fils essaie depuis des années de vous convertir à l'islam. Oui, c'est vrai. Mais il n'a pas encore réussi. Non, et il ne réussira jamais. Je suis protestante. Ma foi a guidé ma naissance, mon baptême et mon mariage. Je ne veux pas en changer. Il peut réussir beaucoup de choses, mais pas ça. Inch'Allah, on verra bien. Non, non, sûrement pas. Mais vous essaierez. Bien sûr. Jusqu'au dernier souffle. Mais tu ne réussiras pas, je peux te l'assurer. Je ne renoncerai pas. Je n'irai pas en enfer, n'aie pas peur. Vous pensez y arriver? Inch'Allah. Nous nous battrons jusqu'au dernier souffle. Si elle meurt en non-musulmane, c'est qu'elle aura ignoré le message que j'ai voulu lui faire passer. Et donc, ça se soldera par l'enfer. Pierre Vogel et son entourage vivent dans deux mondes antinomiques. Au travers de leur foi, ils prônent un retour à l'islam des origines, et donc au 7e siècle. Ce qui ne les empêche pas d'utiliser les dernières technologies en vogue. Par exemple, cette application pour smartphone qui indique la direction de la Mecque. Krass. So, ja? Ja gut, dann. Warte mal, wir stellen uns dann am besten hin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je me borne à appeler les gens à l'islam. Mon but n'est pas d'instaurer la charia. Évidemment, je ne suis pas contre la charia. Bien au contraire. Nous pensons que la charia est la meilleure loi au service de l'objectif suprême, accéder au paradis. Mais ça ne signifie pas que j'y aspire activement. Nous pensons aussi qu'un chef musulman a pour devoir d'appliquer la charia, quand il le peut. Certaines municipalités, dont Koblenz, ont essayé d'interdire les meetings de Pierre Vogel. En vain, faute de déclarations répréhensibles. À ses côtés, comme ici à Dortmund, paraît souvent une autre figure du salafisme allemand, le converti Sven Lau. Les services de sécurité allemands sont toujours présents quand Pierre Vogel et Sven Lau recrutent de nouveaux adeptes, à grand renfort de rhétorique traditionnelle et de formules racoleuses. Und diese Mitte spiegelt sich wie wieder. Let's get ready to rumble! J'ai été surpris par les images de ce meeting de Pierre Vogel, qui passe d'ordinaire pour le tenant d'un islam traditionnel, pour un prédicateur qui ne préconise pas la violence terroriste. Pourtant, dans la foule des sympathisants, beaucoup arboraient des sceaux du prophète et des bannières qui, même si elles peuvent avoir une autre signification, peuvent être interprétées comme des symboles d'Al-Qaïda. On peut supposer que ces gens ont une autre vision de Pierre Vogel. Ils pensent sans doute que pour des raisons juridiques, le prédicateur se fait passer pour plus modéré qu'il ne l'est vraiment. Es gibt nichts, wofür wir uns verstecken müssen. Und deswegen, wer an dieser wahren Religion teilhaben will, soll nach vorne kommen. Gibt es jemanden hier, der Islam annehmen will? Der Erste, Alhamdulillah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ist noch jemand hier, der den Islam annehmen will? Noch jemand? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Noch jemand? Okay. Seid ihr davon überzeugt? Wollt ihr jetzt ein neues Leben beginnen? Ja. Wenn ihr das jetzt sagt, mit der Absicht, den Islam anzunehmen,
dann werden inshallah alle eure Sünden vergeben. Okay? Soll ich sagen, pass auf, er sagt das erstmal auf Deutsch und danach sage ich es nochmal auf Arabisch vor, ja? Also ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Takbir! Takbir! Okay. Pierre Vogel ist eine Person, die sich heutzutage versucht. Pierre Vogel s'évertue à rester strictement dans le cadre de la légalité, notamment lors de ses apparitions publiques. On peut difficilement lui reprocher quoi que ce soit. Il fait preuve d'habileté et, à mon sens, d'un vrai talent rhétorique. Pierre Vogel fait une tournée en Allemagne, qu'il sillonne de ville en ville pour rallier des sympathisants et surtout des jeunes, avec des thèmes susceptibles de leur plaire, la lutte contre la délinquance juvénile, contre la drogue. Il explique à son auditoire que le salafisme est la solution à tous les problèmes. À mes yeux, Pierre Vogel est un individu qui, par l'attrait qu'il exerce sur les jeunes, contribue à la radicalisation de certains d'entre eux. C'est par son action qu'il tombe dans ce terreau du salafisme qui débouche sur une radicalisation. Unser Motto ist Leben und Sterben für Allah. Wir werden keinen Millimeter zurückgehen. Wir werden die Botschaft verkünden. Unser Leben, unser Schlachtopfer, unser Leben und unser Sterben sind für den Herrn der Welten. Und ob es den Staatsschützern, den Verfassungsschutz, den Medien oder den Feinden passt oder nicht, wir werden diese Botschaft verkünden. Wer ist Ursache für diesen Hass, dass die Muslime gehasst werden? Wer ist Ursache, Pierre Vogel? Wer ist Ursache dafür? Er fragt gerade, wer ist Ursache für den Hass? Ja, möchte ich gerne wissen nachher. Wer ist Ursache dafür, dass ein Bruder einen Polizisten abgestochen hat? Und die Muslime dafür ins Rampenlicht gekommen sind. Erstmal. Ja, komm auf die Bühne. Nein, ich möchte nicht auf die Bühne kommen. Ja, Ich möchte nicht im Mittelpunkt stehen. Ja. Es reicht mir nicht, bei Allah im Mittelpunkt Ach so, stehen. alles klar. Barakallahu fik, ja? Okay. Das dazu, Achi. Ja, alles klar. Erzähl mir mal. Khalik. Erzähl mir mal. خليك حبيبي خليك nein خليك أخي يكفي لي إنه ربي بيشوف Erstmal. Er will jetzt sagen, dass wir schuld daran sind, Ganz genau. dass die Muslime so einen seid schuld dafür. Hey, glaubst du an den Koran? Glaubst du? Ja, dann hör zu. Ja. Dann lern jetzt mal was von mir. Du Jahil, lern mal was von mir. Ja? Du kleiner Unwissender, genau. Lass den Jahil in Ruhe. So. Was? Ja? So, pass auf. Ich erzähle euch jetzt mal was. Weil wir werden nicht gehasst, weil wir den Islam falsch darstellen, sondern weil wir den Islam richtig darstellen. Und weil das ein Zeichen ist von denjenigen, die in die Hölle gehen. Wie ich eben gesagt habe, in Sure 43, Vers 77 und 78. Und wer ein Problem hat, soll zu mir kommen, soll sagen, guck mal, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Das heißt, wir ziehen uns so einen Schuh nicht an. Ja? Und möge Allah denjenigen, der das behauptet, recht leiten oder noch in dieser Nacht vernichten. Londres, à l'automne 2014. Ancien membre actif d'Al-Qaïda, Mortem Storm a coupé les ponts avec les réseaux islamistes, non sans avoir auparavant collaboré avec la CIA. Pour la première fois, il s'exprime sur ses motivations, sur l'attrait de l'appartenance à un groupe islamiste.
Mais il évoque aussi son cheminement inverse, son retour à un ordre social démocratique. Radicalisation, combat actif, revirement, Morton Storm a tout ça derrière lui. Aujourd'hui, il se dit purifié et ne croit plus qu'en la liberté et en lui-même. Croyez-vous encore à quelque chose? Non. Je crois en l'humanité. Je crois que tous les hommes devraient avoir la liberté de croire en ce qu'ils veulent. On peut être musulman ou pas, juif ou pas. Pour moi, les hommes peuvent choisir tout ce qu'ils veulent, tant qu'ils ne nuisent à personne ou n'imposent pas leurs croyances aux autres. Il est long parfois le chemin. À 18 ans, Morton Storm avait déjà une longue odyssée derrière lui. Abus, violence et toxicomanie, et toujours la même quête d'équilibre. Un équilibre qu'il a trouvé dans l'islam, pendant 10 ans. Je recherchais la paix intérieure, une vie paisible, une certaine stabilité. Et je savais que l'islam pouvait m'apporter tout ça. Morton Storm étudie au Yémen, dans une célèbre université salafiste. Il se convertit, découvre la pureté du salafisme. Ce qui l'attire, c'est l'authenticité, la droiture de la doctrine orthodoxe. Pour la première fois de sa vie, il trouve un équilibre et il est heureux. Ce bonheur que j'ai ressenti juste après avoir embrassé l'islam s'est évanoui. Étrangement, plus je devenais religieux, plus j'étais envahi par la haine et la frustration. Tu te mets à détester la vie et à aimer la mort parce que tu as hâte de rencontrer le Créateur. Et c'est ce qui te motive. Le djihad, le sacrifice de soi, détester cette vie-là et aspirer à l'au-delà, c'était ça la plus haute récompense. L'islam devient une sorte de calculatrice géante. Toute ta vie se résume à accumuler, à additionner les actes vertueux. Certaines actions valent davantage que d'autres, donc tu vises l'acte suprême. Et le plus haut des mérites, c'est de mourir en martyr. Tout ce que font ces gens, c'est collectionner des actes vertueux et les accumuler sur leur compte pour les présenter à leur Dieu. C'est en cela qu'ils croient. Vous n'êtes pas surpris? Non. Et ça ne fait que commencer. Les causes et l'essence même du salafisme ne se trouvent pas dans le Coran, mais dans l'histoire. La Syrie, Israël, la Palestine et le Liban, l'Iran et l'Irak, autant d'entités créées artificiellement par les anciennes puissances coloniales. Quant au présent, marqué par la mondialisation, il ne semble pas avoir réussi, lui non plus, à offrir de nouvelles perspectives aux musulmans. Qu'est-ce que la mondialisation a apporté aux musulmans à travers le monde? Bien entendu, quelques-uns en ont tiré profit. Ce sont les élites, les propriétaires de puits de pétrole. Ceux-là ont accumulé de fabuleuses richesses, on le sait. Mais on n'est pas parvenu à esquisser des perspectives d'avenir pour les classes moyennes. Et ne parlons pas des classes inférieures de ces pays. De sorte que ces populations aient l'espoir au moins de mener un jour une vie meilleure. Cette absence de perspective est désastreuse. Nous autres, occidentaux, devons hélas nous rendre à l'évidence. Nous avons bâti un modèle de développement qui n'est ni durable, ni universel. La réponse immédiate de l'Occident aux attentats de Paris élude ces aspects-là. Les alliances politiques et militaires sont renforcées. Mais est-ce la panacée? La question qui se pose maintenant, c'est quelle attitude adopter à l'égard de l'Arabie saoudite.
L'Arabie saoudite est importante pour nous, pour 4 raisons. Elle nous approvisionne en pétrole de manière très fiable et elle achète des armes. Troisièmement, c'est l'un des rares pays arabes qui ne remet pas en cause l'existence d'Israël, ce qui est extrêmement important pour les Américains. Le pays semble relativement stable sur le plan politique, mais les experts se demandent si cela peut durer longtemps. Et quatrièmement, l'Arabie saoudite a toujours été très utile en tant que contre-pouvoir à l'Iran. La riposte militaire est enclenchée. Des frappes conjointes visent Daesh au Proche-Orient. Mais en Europe aussi, le danger est omniprésent. Et il dépasse les frontières de la France. Pendant plusieurs jours, Bruxelles a été placée en état d'alerte terroriste maximum. Des concerts ont été annulés, des musées fermés et le trafic du métro interrompu. La gestion adéquate des problèmes chez nous, en Europe, est l'un des défis majeurs des prochaines décennies. En tant que service de renseignement, nous ne pouvons résoudre les problèmes sociétaux, c'est-à-dire le fait que les jeunes adhèrent au salafisme, s'impliquent activement dans ces réseaux et se radicalisent. Pour moi, il s'agit d'un véritable problème de société auquel doivent s'attaquer ceux qui sont responsables de la jeunesse. En veillant à ce que les jeunes, notamment ceux issus de l'immigration, ne se sentent pas exclus et aient un avenir tant professionnel que personnel dans notre société, ne succombent pas à cette drogue qu'est le salafisme et ne suivent pas la voie du terrorisme. Mais qu'en est-il de l'éducation et de la culture ? L'absence de perspective n'était-elle pas l'une des causes de l'endoctrinement, de la vulnérabilité face aux filières de recrutement? Et l'éducation n'est-elle pas un remède particulièrement efficace contre la radicalisation? Prenez un jeune bachelier avec mention. Pour un recruteur, c'est une cause perdue, parce que ce jeune-là a d'autres choses en tête. Il a de grandes attentes. Il veut construire sa vie. Celui qui milite pour une idéologie a besoin de têtes vides, où il peut semer sa graine. Et c'est pour ça, même si ça paraît être un discours éculé, que l'éducation et l'élargissement des horizons sont la clé de tout. Tout agent de sécurité, toute arme automatique a moins de valeur que la philosophie, le savoir et un regard sain sur soi-même et sur la façon dont on envisage sa vie. Il y a toujours de l'espoir, bien sûr, si on retrouve de l'emploi, si on arrive à recréer un modèle social. Il est de notre devoir d'être plus investis, plus proches des jeunes. Nous devons les prendre au sérieux et être à leur écoute face à de tels signaux. Donc aujourd'hui, on est en attente d'une idée forte, d'une utopie qui pourrait même intéresser la jeunesse européenne elle-même, la jeunesse française, la jeunesse allemande, la jeunesse espagnole, qui pourrait l'attirer, la motiver vers de nouvelles choses.